Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, je suis avec 0x Kaneki. Comment ça va? Salut, écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça va super. Et toi, comment tu vas? Très bien, merci en ce samedi matin. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ça a été positif, rapide, tout ce que j'aime. Ouais, bah Et du écoute, coup, faut avancer. c'est ça. Et du coup, nous, on s'est rencontrés dans un groupe alpha que tu as monté avec Modern NFT. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant d'attaquer là-dessus, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Yes, carrément. Ben écoute, moi c'est Zerus Kanoki, comme tu l'as très bien dit. Alors ça fait peut-être depuis 2016 que je m'intéresse aux crypto. Avant ça, je cherchais toujours un petit moyen de faire de l'argent en ligne. Je me suis intéressé à la même époque à la crypto et au marketing digital. Donc, j'ai commencé en 2016 à acheter quelques Ethereum. J'ai la chance de pouvoir en acheter à 40 balles. Ah ouais, donc Donc, là, tu es vraiment dans les... Tu t'es intéressé, mais en plus, tu as investi, quoi. Tu es passé à l'action. ouais, je passe à l'action rapidement. Après, bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs, ce qui est normal. Genre, je me rappelle avoir perdu un Ethereum sur une petite plateforme de paris algorithmique en ligne. Je pourrais pas t'expliquer comment ça fonctionne, je m'en souviens plus. Mais j'avais juste calculé que si je perdais 28 fois d'affilée, je perdais mon Ethereum. Et Ok. la probabilité était vraiment très, très faible de faire 28 échecs d'affilée. Bon, mais bien sûr, j'ai fait les 28 échecs d'affilée. Du coup, j'ai perdu mon Ethereum. Bon, c'était 40 balles à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est 1009, mais c'est pas grave. Et ouais, et t'avais quoi comme info à l'époque? Parce que bon, moi, je me suis intéressé, enfin, j'en ai même entendu parler beaucoup plus tard, mais du coup, en 2016, il y avait un peu de contenu sur Internet ou tu te renseignais comment? Mais je crois que c'est Asher surtout. Ouais, je crois que c'est vraiment Asher, que Asher. Ah, ouais, déjà à l'époque, ouais. Ouais, après, j'avais vachement accroché vraiment au côté cypherpunk. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu le plus en fait dans la crypto, c'est vraiment cette philosophie de liberté, d'anonymat, de pouvoir un peu être qui on veut, ne pas être contrôlé par des États, les anti-banques, etc. quoi. Vraiment ce qui m'a plu le plus. Ok. Euh, Du coup, ouais, j'en ai acheté quelques-uns en 2016. Et puis après, je m'en suis totalement désintéressé pendant environ 3 ans. Où là, ben, du coup, j'ai fait un petit focus sur tout ce qui était marketing digital, Et pourquoi tu tout t'es ce qui était désintéressé e-commerce. des cryptos? J'avais pas la vision long terme. J'avais pas vraiment de Ok. vision. J'étais assez jeune, j'avais 20 ans. J'avais vraiment pas de vision long terme. Je connaissais pas grand-chose en investissement. Et, et j'étais beaucoup plus intéressé par tout ce qui était marketing digital. J'étais en train de monter des petites boutiques en ligne, bon, un peu de dropshipping, etc. Ouais, c'est plus Comme, l'argent à l'époque qui te séduisait, ouais, peut-être plus que les fondamentaux, dirons-nous. ouais, c'était essayer déjà de sortir de l'argent avec une activité en ligne pour être beaucoup plus libre, Ok. euh, géographiquement surtout. Puis, euh, puis pendant 3 ans, j'ai fait pas mal de choses, j'ai eu pas mal d'échecs, de réussites, mais j'ai jamais eu ce petit étincelle en e-commerce qui m'a fait aller plus haut. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ce qu'était vraiment l'industrie du e-commerce, etc. C'est pas mal de c'est pas mal d'arnaques en fait, on peut le voir. Enfin, moi, je les vois comme ça encore aujourd'hui. Au final, tu te retrouves à acheter des trucs très peu chers que les gens peuvent aller très bien chercher par eux-mêmes pour leur revendre Ouais. plus cher. Bon, j'en fais un gros cliché, hein, mais c'était plus dans mes valeurs en fait. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et ben là, on se rapproche vers 2019 du coup, mi-2019. Et là, ben, justement, les cryptos qui refont un bond parce que du coup, ouais, j'avais des Ethereum pendant le bull run et j'ai dû faire un fois 10 fois 20, mais j'étais tellement déconnecté de cet écosystème que je l'ai même pas vu. Genre, j'avais pas ouvert mon compte Coinbase depuis 2 ans pratiquement. Ah ouais, en fait, tu t'es désintéressé des cryptos, mais tu avais laissé des Ethereum sur ton compte. Ouais, c'est ça, j'ai des Ethereum et des Litecoin même.
Ok. Toi, comme on Et dit j'ai vu souvent, le, c'est les portefeuilles les plus performants, c'est ceux qu'on touche le moins, hein. ben, figure-toi que ouais, franchement, même sur 2000, sur le dernier bull run, le portefeuille full Ethereum, il performe beaucoup plus qu'un gars qui se diversifie trop, hein. Ouais. Mais du coup, c'est à partir de ce moment-là, vers 2019, où je me suis vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui était marché financier. Et c'est là que j'ai commencé à re-rentrer dans la crypto. Donc j'ai quelques Ok. Ethereum et j'ai commencé à DCA Ethereum. Et du coup, ta vision, c'était laquelle quand tu as lancé le DCA? Tu avais une vision plutôt long terme ou essayer quand même d'avoir un rendement à court terme? Un peu les deux, peut-être? Euh, à court terme, je cherchais pas vraiment de rendement. Par contre, j'avais la vision beaucoup plus long terme où ben, j'avais vu il y avait eu un cycle précédent sans forcément bien comprendre. J'avais vu que c'était monté, que c'était redescendu. Donc, je comprenais très bien Bitcoin, je comprenais très bien les fondamentaux, je comprenais l'halving, qu'il n'y en a que de 21 millions, que c'est pas décentralisé, etc. Enfin, ce qu'on sait, qui est, euh, qui est important par rapport à Bitcoin. Et je me suis dit, bon, ben, 2020, c'est là où il y a le prochain halving. En général, c'est ce qui va déclencher un cycle haussier. Ouais. Et c'était dans le but de préparer un petit peu. Euh, et enfin, ouais, tout ça, d'être prêt pour ce moment-là. Ok. Euh, Donc euh, sur ce podcast, on parle plutôt majoritairement d'NFT. Et toi, je crois que tu es ouais. rentré sur la NFT avec un jeu, c'est bien ça? Ou c'était peut-être pas Moi, je suis rentré ton... encore avant même. Encore avant? Les Ok. NFT, les NFT, j'ai découvert en septembre 2020. Parce que du coup, quand j'ai décidé de me remettre à fond dans la crypto, j'ai rejoint quelques groupes qui formaient, je me suis bien formé. Et c'est là où j'ai découvert les NFT. Et les premiers NFT que j'ai achetés, je crois que c'est sur Sora. J'ai acheté des petits joueurs, pas très chers, 30 balles, 50 balles, un truc comme ça. Tu peux expliquer Et ce que c'est Sorare pour ceux qui nous écouteraient et qui sauraient pas ce que c'est? ouais, mais Sora, c'est un jeu de fantasy football où en gros, tu vas créer ton équipe de 5 joueurs. Et suivant les performances de ces joueurs tous les week-ends, dans la vraie vie, ils vont avoir un nombre de points. Et suivant ces points, tu vas être classé. Et sur le classement, tu auras des récompenses. Donc, tu peux gagner des Ethereum, tu peux gagner des cartes. À plusieurs types de rareté de cartes. Tu vas avoir les cartes limited qui sont en 1000 exemplaires, les cartes rares qui sont en 5 exemplaires, les super rares en 10 et les uniques en une. Et donc, Donc du coup, voilà, tu as par des plus. exemple, un Cristiano Ronaldo, tu peux en avoir plusieurs avec des niveaux de rareté différents, c'est ça? C'est ça, oui. Ok, Et tu en auras un seul qui sera, en gros, la couleur, elle est noire. Et du coup, ben, il n'y en aura qu'un seul. Ce sera par exemple d'accord. le Ronaldo de 2019-2020, par exemple. Je dis une bêtise, mais ce sera sur une saison. Chaque Ok, saison, du coup, tu vas avoir des nouvelles cartes qui vont sortir. ok. Par, Ouais, puis c'est par une exemple, plateforme qui a super bien marché, hein. J'y étais complet, pas, ouais. mais ça fait beaucoup de bruit, ouais. Complet, ouais. Moi, je sais que les investissements que j'avais fait pendant le bull run, je les ai oubliés. Enfin, je les ai laissés de côté. Je n'ai pas pris le temps de bien jouer. Juste, j'aimais bien le côté acheter des jeunes joueurs qui, pour moi, ont du potentiel et garder sur du long terme pour voir si, justement, ils éclosent. Donc, je sais que j'avais fait quelques fois 10 dessus, avec la hype que ça avait pris. Donc, c'était tout cool. Donc, du Plutôt coup, pas ça, c'était mal. ma première entrée dans les NFT. Ça a été avec Sora. Ok. Et ensuite, j'ai découvert Rarible. Je sais pas si tu connais Rarible, c'est une place de marché un peu comme OpenSea. Je crois que tu connais. Ouais, si, j'avais entendu. C'est vrai que ça fait un moment, j'en ai pas entendu parler. Je sais pas si c'est parce que c'est moins utilisé aujourd'hui, mais. Et il me semble qu'aujourd'hui, enfin, avant, c'était quand même plus utilisé que OpenSea. Quand je Mhm. me suis intéressé. Et bah, du coup, je me suis amusé à acheter des petits NFT un peu à droite à gauche. C'est un peu des moves que aujourd'hui je vais regretter parce que par exemple, je sais que j'ai acheté des NFT. Tu vois qui c'est l'artiste français Arte? Non, non du tout. Bah, c'est un artiste qui fait pas mal de d'NFT, il fait des cartes, etc. Et à un moment donné, c'était un peu tendance ce genre de cartes avec je sais pas, il peut y avoir une carte avec une Néo de Matrix dessus, tu vois, un peu tout et n'importe quoi. Et ça se Ok. vendait, je crois, dans les 0,5 Ethereum. Et les 0,5 Ethereum à l'époque, c'était genre même pas 100 balles, je crois, à ce moment-là. Et je me suis retrouvé à acheter quelques cartes à ce prix-là. Et franchement, aujourd'hui, je regrette un peu parce que ben, ça vaut plus grand-chose.
Mais bon apprentissage aussi, on va dire. Donc du coup, je me suis intéressé à ça et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, on va se focus plus sur le trading de crypto. On va laisser un peu les NFT de côté, même si j'ai toujours gardé un œil dessus, ça m'a toujours intéressé. Et Et, et on a ouais. en quelle année à peu près à ce moment-là? Quand tu décides de Là, t'intéresser un c'est peu plus aux septembre cryptos? 2020, septembre Ok. 2020, jusqu'à environ, entre la période entre septembre 2020 et décembre 2020. Ces 3 mois-là, je me suis intéressé beaucoup à NFT. J'ai même commencé à essayer d'en faire, essayer de les vendre et tout, sur Rarible. C'était un peu plus compliqué. Puis après, je me suis un peu plus focus sur le côté achat de petites crypto-monnaies avec des faibles market cap, tout en gardant D'accord. aussi bon, une bonne répartition du portefeuille qui était majoritairement Ethereum quand même. Moi, j'avais Ok. fait un bon switch Bitcoin vers Ethereum en décembre 2020. Ouais, c'est ça, décembre 2020. Fin Et décembre. aujourd'hui, ton portefeuille, tu as plus d'Ethereum que de Bitcoin en valeur? Aujourd'hui, c'est à peu près kiff-kiff en vrai. Ok. Je dirais que je suis à environ 40% Bitcoin, 40% Ethereum, et il me reste quand même 20% d'alcool un peu de ça aussi. Et aujourd'hui, j'avance un peu dans la timeline, mais aujourd'hui, si c'est parce qu'on est en bière que tu as une majorité de Bitcoin et d'Ethereum, ou même demain en boule, tu essaieras d'avoir une répartition équivalente? Ou ta répartition est-elle différente entre une période de bière que de boule? Je pense que en tout cas, en bull market, j'aurai plus de Bitcoin. Je pense que je m'en débarrasserai d'ici quelques mois. Peut-être peut-être une fois que l'halving sera passé, qu'on aura commencé à avoir des signes de relance sur Bitcoin. Parce que je pense que Bitcoin, bon, ça reste le numéro un, mais en termes de performance, je suis persuadé qu'Ethereum fera une meilleure performance en multiple. Ce qui est logique au market cap, en fait. Le market cap d'Ethereum est quand même bien inférieur à Bitcoin. C'est plus dur de bouger Bitcoin que de bouger Ethereum. Mhm. Donc, ouais, pour répondre à ta question, je pense que en bear market, la majorité, je vais plus être positionné sur du stable Bitcoin Ethereum, mais en bull, j'aurais plus Ethereum et m'exposer un peu plus aux altcoins. C'est de trouver des petits projets qui ont des gros potentiels. Ok, ok. Ouais, bah, je pense qu'on y viendra peut-être sur ta stratégie sur la seconde partie du podcast. Du coup, tu as fait tes bénéfices sur Sorare, t'as vendu tes cartes ou t'en as gardé Alors, je crois qu'il me reste quelques cartes que j'ai pas réussi à vendre parce que Ok, c'est des cartes qui valent déjà rien à la base. Je vais payer ça 2 euros, un truc comme ça. ouais, ok. Et qui ont été, les joueurs ne jouent plus ou même les clubs ont été délistés de Sorare, un truc comme ça. Mais sinon, non, j'ai tout vendu, ouais, j'ai tout vendu. Ok. Et après, du coup, sur Rarible, t'as... Pareil, si les NFT ne valaient pas grand-chose, ça se trouve, tu les as gardés parce que tu pouvais même pas les Ouais, vendre. je les ai toujours. C'est toujours un peu, on va dire des souvenirs. Ouais, Peut-être de qu'un cette jour, je les période. afficherai. C'est ça. Il y en a qui sont sympas, en vrai. D'ailleurs, ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Il y en a qui étaient cool, ouais, que j'aimais bien. Mais ouais, je les garderai, je pense. À moins que l'artiste du jour au lendemain, il explose, il fasse une Beeple, ça m'étonnerait que ça Que prenne ça de la valait valeur. grand-chose un jour, ouais. Et, Ouais, et comme tu étais déjà dans l'NFT courant 2020 et que bon, l'explosion, elle a quand même eu lieu 2021, même plutôt deuxième partie de l'année, tu as du ouais. coup dû voir pas mal de collections qu'on appelle blue chip aujourd'hui, peut-être exploser ou même naître à ce moment-là, non? Bah, disons que j'avais un focus qui était assez, comment dire, j'étais trop focus sur une chose, donc du coup, il y a plein de choses que j'ai pas vues. Par contre, ben, j'ai profité de pas mal de montées. Après, dans les NFT, j'en ai très peu tradé. Le seul truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, ça a été Axie Infinity. Mais Ouais, après, pendant cette période d'Axie Infinity, en fait, j'étais vraiment avec des œillères sur les yeux et j'ai pas vu tout ce qui s'était autour. Et c'est à ce moment-là où ben, toutes les blue chips, elles ont aussi éclos. C'est ce que je regarde un petit peu, on va dire, sur le move Axie Infinity, qu'on pourra en parler d'ici quelques instants. Euh, c'est d'avoir été trop focus sur une chose et de pas avoir eu la capacité de voir un peu ce qui se faisait aussi autour. Et c'est quelque chose à corriger pour le.
pour le prochain en tout cas. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas non plus évident dans cet écosystème, c'est que tu as énormément de blockchain, énormément de projets crypto, énormément de collections NFT. Et c'est vrai que Ouais, d'avoir l'œil partout, c'est quasiment impossible. Puis plus qu'avoir l'œil, il faut aussi avoir les fonds, parce qu'on peut pas non plus investir dans tous les sens sur c'est toutes ça, les collections. faut avoir l'œil, il faut avoir les fonds, il faut aussi avoir la connaissance pour pas non plus se faire rec. Ça peut C'est arriver ça. aussi très vite de se faire rec, hein. C'est ça, et le jeu Axie Infinity, on l'avait évoqué dans un autre épisode avec Monsieur Rabbit aussi, qui a mis un pied dans Ok, le Web3 grâce à ce jeu. Et ce que j'expliquais, c'est que moi, je l'avais découvert, mais je pense que la hype était passée, c'était fin 2021. Et un. Et à ok, l'époque, ouais. les équipes, je crois qu'il fallait que tu commences avec une équipe de 3 monstres, c'est ça? Ouais, ça a toujours été ça, ça a toujours été 3 mois pour commencer une équipe et pour pouvoir commencer à jouer. Ouais, même à l'époque, quand je m'y étais intéressé, j'avais regardé, et c'était déjà très cher. Je sais Ouais, plus si c'était 1000 ou 3000 euros. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était déjà très cher pour un rendement qui était discutable. Où j'avais compris qu'à l'époque, c'était ceux qui avaient vraiment des centaines d'équipes qui gagnaient de l'argent, donc avaient des centaines, voire des milliers de petits monstres. C'est ouais, un ouais, système de c'est vrai que location, je crois. ça, du coup, vu le prix d'équipe que tu me dis, c'était quand? C'était en fin 2021 que tu as découvert Axie? Je crois, ouais, fin 2021 ou début 2022. Mais les chiffres, je suis pas sûr à 100%. Ouais. Je savais que le rendement était pas bon par rapport au ticket d'entrée, mais j'ai plus les chiffres exacts. Parce que du coup, moi, en vrai, j'ai découvert Axie, c'était en novembre 2020, ou dans un Ouais, donc groupe un an privé avant. dans lequel où j'étais. Non, ouais, c'est ça. Dans un groupe privé là où j'étais, ils ont balancé en fait le jeton à acheter, qui était un potentiel multiple intéressant. Bon, il a fait x100 depuis qu'ils l'ont lancé. Il avait fait x100. Par contre, à ce moment-là, j'avais plus de fonds parce que ben, j'avais fait 16 heures avec les NFT justement et j'avais pas pu acheter justement ce token. Il y a même plusieurs petites cryptos que j'ai pas pu acheter à cause de ces petits moves en NFT qui m'avaient un peu ralenti. Mais heureusement, à- j'avais reçu quelques airdrops aussi en décembre 2020 de OneInch, qui m'a permis aussi de pouvoir bah, après reprendre mon capital et bien remonter et pouvoir m'exposer à d'autres choses. Donc du coup, Axie, je l'ai gardé en ligne de mire et je regardais un peu le jeu, comment il fonctionnait au fur et à mesure du temps. Mais c'était très très dur de rentrer avant qu'ils implémentent la sidechain Ronin, parce que Parce qu'il y avait trop de frais. moi, parce qu'il y avait trop de frais. Moi, Ah. j'avais pas forcément envie de jouer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était élever les axes et faire ça coupler et en produire à l'infini. Ça me rappelait, je sais pas si tu connais le jeu Dofus. De nom, mais j'y ai jamais joué. J'étais un grand joueur Dofus quand j'étais plus jeune. Et du coup, ben, dedans, tu as des dragodèmes qui sont des montures que tu peux utiliser pour combattre. Du coup, tu pouvais élever ces dragodèmes. Donc, du coup, je sais que dans Dofus, j'avais kiffé élever les dragodèmes, les accoupler, essayer de faire des croisements, les revendre, etc. Du coup, c'est ce côté-là qui m'intéressait sur Axie. Et bon, après, j'ai observé en fait pas directement de novembre, mais de janvier à avril. J'observais pas mal, je voyais que c'était intéressant, on pouvait faire de l'achat-revente, mais c'était pas très rentable parce qu'il y avait trop de frais. Et puis quand ils ont sorti Ronin, c'est là où je me suis dit, ouais, on va direct, je crois que ils ont sorti Ronin mi-mai. Et à ce moment-là, j'ai fait un portefeuille commun avec des amis. Je crois que c'était peut-être, je sais pas si tu veux que je dise les chiffres dessus ou pas. Tu peux, c'est toujours plus Donc on parlant, avait mais mis, je crois qu'on a mis 3 ou 4 000 balles ok. pour commencer. Je crois je me souviens plus exactement de la stratégie qu'on a mis en place, mais je crois qu'il fallait environ 9 axes pour pouvoir les accoupler à l'infini, en fait. Parce que forcément, il y a pas tu peux pas faire de consanguinité. Les parents ne pouvaient pas se reproduire avec les enfants. Ce qui est à peu près logique. Ah ouais, bon, sur Stephen, tu peux. Ah ouais, ok. Ils s'en foutent. Ok, d'accord, c'est des nordistes alors. Ouais. Désolé, les nordistes. Du coup, j'avais fait des petits schémas pour tester les reproductions et puis je me suis rapidement rendu compte au bout de 2 semaines que c'était hyper rentable. J'ai commencé à comprendre les atouts de chaque monstre, le système de pureté qu'il y avait et à partir de là, je me suis dit bon, c'est cool, ça rapporte. Donc vas-y, let's go,
on va doubler la mise, même tripler, je sais plus exactement. Je crois que j'étais parti avec 6 Ethers. Non, plus 12. Je crois que j'étais parti avec 12 Ethers sur le deuxième compte que j'avais fait. Je sais Oh, plus exactement. tu y allais fort. Ouais. Je suis allé fort, je crois que c'était presque. Franchement, en termes de risk management, c'est vraiment pas à suivre. Je crois que c'était 50% de mon portefeuille. Mais Ouais, j'avais. ce qui était tentant, ce que tu m'expliquais juste avant qu'on lance, c'est que tu pouvais faire ton retour sur investissement en 2 semaines, c'est ça? C'est ça, c'est ce que j'avais calculé. En 2 semaines, le retour sur investissement était là. Ah, donc 2 semaines, c'est à la Et fois sur, beaucoup et pas grand-chose, quoi. ouais. En crypto, ça peut être long, mais C'est ça, pourtant, ouais. là, c'était assez court quand même, en termes d'investissement. Et surtout, en fait, tu vois, j'avais l'expérience de environ presque un mois d'élevage. J'avais compris comment ça fonctionnait. Donc, même si j'ai pas respecté le risk management qu'on peut apprendre à droite à gauche, j'avais plus conscience de ce que je faisais que quelqu'un qui part au pif et qui se dit, vas-y, all-in, balèque. Parce que, ouais, peut-être pour pas forcément trop rentrer dans le détail, mais sur la manière de gagner de l'argent, du coup, avec Axie Infinity, c'était soit tu jouais au jeu, donc c'était que ton équipe de 3 monstres aille se battre contre une autre équipe de 3 monstres, c'est ça? C'est ça, ouais. Ou T'avais une soit, partie aventure. Tu ok, faisais une petite aventure tous les jours où tu gagnais des potions. Et après, t'avais un côté classé. Donc, du coup, quand tu peux gagner des parties classées, tu gagnais des potions aussi. ok, Que tu pouvais revendre. Et ces potions servaient à coupler les actions. d'accord. Et toi, ta stratégie majoritaire, c'était plutôt d'accoupler les Axies pour vendre des parents ou des enfants et faire un C'est ça, ouais. bénéfice. Moi, pas trop joué. Il y a eu une petite période où j'ai joué un petit peu parce que ben, ça rapportait, je crois, 10 000 balles par mois à un moment donné de jouer au jeu, ce qui est insane en vrai. Ouais. Surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans des pays comme les Philippines, avec un niveau de vie qui est très faible, où Hmm. leur salaire moyen, ça va être 200 balles par mois. Et, euh, et moi, ouais, je me suis plus focus sur un peu le farming d'Axi, faire une ferme, la développer, et puis produire à fond. Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment les mêmes mécaniques de jeu. Je te le disais aussi un petit peu avant qu'on lance, un des fondateurs de Stephen avait avoué, je crois, qu'il avait copié sur Axie pas mal de mécaniques. Et c'est vrai il y en a aussi. Bah, il y avait ce système d'accouplement pour avoir aussi des enfants, du coup d'avoir d'autres baskets. Et certains ne jouaient pas au jeu parce que c'était rentable en fait de faire un accouplement. Ouais, c'est ça. Et pour parler chiffres, c'était aussi ce qui m'avait rendu un peu dingo à l'époque. En fait, ce qu'on appelle sur Stephen, c'est le mint. Donc, je sais pas si tu l'appelais comme ça sur Axie. Mint de nouvelles chaussures, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mais le fait, Non, non, c'était le breeding. ok. Ben, le fait de faire ça sur Stephen, moi, le premier que j'ai fait, pour faire simple, ça coûtait à peu près 1000 balles de faire un mint. Ouais, Mais le prix de la chaussure minimum, on savait qu'elle valait 1500. Donc, en fait, on se ok. faisait 500 balles sur chaque mint. Alors après, il y avait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il fallait, un peu comme le système de potions, sûrement sur Axie, il fallait un nombre de niveaux minimum. Si ton, Ouais. si ta chaussure s'était accouplée trop de fois, ça te coûtait de plus en plus cher. Et moi, en Mm. fait, j'avais fait mon premier mint. Et lors de mon premier mint, j'ai pas eu un enfant, mais j'ai eu des jumeaux. Ah ouais, Donc, en ok. fait, en 2 secondes, bah, j'ai gagné 2000 balles en faisant un mint. 500 euros de bénéfice avec le premier pour rembourser le mint et 1500 euros de bénéf qui était gratuit sur le deuxième. Et c'est vrai que c'était des sommes. Bah, quand on en parle à tête reposée, on prend un peu conscience de la chose, mais c'est vrai que sur l'instant T, bah, tu peux avoir envie d'être un peu greedy, comme diraient les Anglais, et de vouloir réinvestir, de toujours faire plus, et t'en as jamais assez en fait, et c'est ça qui est un peu Ok, compliqué. C'est pour ça ouais. que c'est vrai que toi tu l'as connu, et tu pourras, je pense, nous en parler, mais quand j'écoute de nombreuses personnes qui ont connu d'autres cycles haussiers, pardon, ils te disent toujours de prendre tes profits à un moment donné, parce qu'il vaut mieux prendre 30% de quelque chose que 100% de zéro. C'est tout à fait vrai. Non, c'est vrai que c'est clair. C'est vrai qu'Axis a rapporté rapidement et beaucoup en fait. Parce que Axis, et comme tu l'as précisé pour tes chaussures, tu peux pas les accoupler à l'infini. Euh, je crois que les actions, on peut les accoupler 7 fois. Ouais, Stephen, Et c'est dans mes exactement pareil. calculs, C'est 7 aussi. ouais, ah ouais, ils ont vraiment copié-collé. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas intéressé à Stephen par la suite. Parce que
C'était trop proche d'Axi, je savais comment ça allait finir. Ouais, Et donc, du coup, les Axi, tu peux les accoupler 7 fois. Et moi, j'ai calculé que c'était le plus rentable, c'était entre 3 et 4 fois. Donc, du coup, ok, et c'était ça tous les 5 jours. Donc, tous les 5 jours, je me retrouvais avec une portée entre 3 et 4 Axi par couple. À la ouais. fin, je me suis retrouvé avec une ferme, je crois, qui était je sais plus, entre 100 et 200 Axi. Ah, bon, ça devient quasiment un job à temps plein après, parce que ça te prend énormément de temps, non, de gérer tout ça, faire les Ça calculs prenait. et tout. Bah après, les calculs, tu les fais rapidement parce que Ouais, tu es habitué. Surtout qu'il fallait calculer la pureté des axes. Plus l'axi était pur, plus il coûtait cher. Donc, forcément, moi, j'ai été resté focus sur, je me veux les axes les plus chers, les plus purs parce que je savais que en les accouplant deux axes hyper purs, il me sortirait des axes encore plus purs ou qui garderaient la pureté. T'avais un, Tu pouvais avoir de la dégénérescence au niveau de la pureté, mais plus c'était pur, plus tu allais avoir des purs. Donc, forcément, il fallait que la ferme soit le plus pure possible. hmm, Bon, au début, après, c'est toi, c'est des mécanismes que tu prends au fur et à mesure du temps. Donc, mais je crois que je passais peut-être tous les 5 jours, combien de temps je passais? Au moins 6 ou 7 heures tous les 5 jours. Ça allait, hein, oui. C'est pas non plus ouais, ok. un taf Oui, par à rapport temps plein. au rendement, c'était correct, quoi. Ouais. Par contre, ouais, je crois que en termes de chiffres, je crois que il y a eu un pic où c'était peut-être putain, je sais plus. En moyenne, je dirais 50 000 sur un mois, c'était possible. Ça a été fait. Oh, c'est fou, Avec la femme que j'avais. c'est fou, C'était ouais. du 3-4K minimum par semaine, Ouais, même plus, ouais. sur certaines. Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable, mais ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Ça montre aussi que, bah, certes, tu es arrivé à cette stratégie-là, mais tu t'es renseigné bah, pendant plusieurs semaines avant de renforcer tes positions et tu fais pas mal de calculs, etc. Et on en parlait avec bah, un des ambassadeurs de Stephen. Je pense que l'épisode sera sorti quand le tien sortira, celui avec Guirac. D'accord. C'est vrai qu'il y en a des fois Ok. qui se lancent ou même dans des projets crypto ou des collections NFT, ça peut être plus global comme réflexion, mais sans forcément se renseigner. Et en fait, bah oui, tu peux être dans le projet, mais si à côté, tu as que des gens qui sont renseignés et toi, tu ne l'es pas, bah en fait, tu seras le dindon de la farce parce que tu vas te faire doubler, en fait. C'est ça. Tu vas C'est ça. acheter Puis la collection surtout, NFT, au mauvais moment, tu vas rentrer dans le jeu au mauvais moment où tu vas acheter les mauvais personnages ou les moins bons petits monstres ou les moins bonnes chaussures et en fait, tu vas te faire avoir au final. pour moi, c'est l'intérêt de l'analyse fondamentale dans n'importe quel projet. Mmh. On parle beaucoup d'analyse technique, mais je trouve qu'on parle très peu d'analyse fondamentale, mais ça reste quand même, à mes yeux, l'analyse l'une des plus importantes avant de rentrer sur n'importe quel projet. Que ce soit un projet NFT ou un projet crypto ou même une entreprise en bourse ou au final même un bien immobilier. Tu fais forcément une analyse fondamentale du bien. Tu regardes si le toit est bon, si la plomberie est bonne, l'électricité est bonne, etc. Et si tu fais pas cette analyse, tu finis par te faire avoir au fur et à mesure du temps. Et tu peux pas rentrer sur n'importe quoi et te dire allez ça va le faire. Parce que enfin, on a évoqué aussi des sommes de gagner importantes, mais s'il y a des sommes aussi qui sont importantes à l'arrivée, c'est qu'au départ, il y a eu aussi souvent un ticket quand même d'entrée assez important. Donc, quand il y a des gros gains, il y a aussi des grosses pertes potentielles en face. C'est jamais Ouais, c'est petite ça. mise gros gain ou l'inverse. Et quand tu parles du coup d'analyse fondamentale, concrètement, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te renseigner sur l'équipe, tu vas lire le white paper. Je vais rechercher tout ce que je peux trouver. Ok. Je vais vraiment stalker le projet, on va dire, comme quand tu stalkes une meuf sur les réseaux. Donc, Je tu rigole. vas. Mais Ouais. ouais, en- je vais regarder l'équipe, je vais regarder le projet, le white paper, je vais regarder les réseaux sociaux de fond en comble, je vais peut-être même regarder tous les posts qu'ils ont fait. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Je regardais, aujourd'hui, je regarde beaucoup plus à tokenomics. Je regardais pas beaucoup avant, parce que j'ai pas l'expérience aussi. Mais c'est ça qui va me faire rentrer sur un projet au final. Il faut vraiment que ça soit solide, que je préfère prendre un peu moins de risques. Après, moi, c'est du risk management, donc je préfère prendre moins de risques et, euh, et bien analyser le truc plutôt que faire je sais pas, un all-in sur PP, juste parce que ça en parle beaucoup, quoi, sans Hmm. savoir ce que c'est. Comment on sait ce que c'est.
Ouais, ouais, on savait un petit peu, ouais. Ok, donc Axie te permet d'avoir un beau bag ou est-ce que tu as tout perdu? Est-ce que tu as réussi à cash out avant de sortir du jeu ou est-ce que tu joues encore au jeu? Non, j'ai cash out depuis. En fait, j'ai joué de juin, maintenant on va dire fin mai à fin septembre 2021 de du coup. 2021, ouais. Ok, Donc, pendant cette période, j'aurais pu sortir plus haut, un peu plus sur le top. Et disons que je suis sorti au bon moment avant fin septembre. En fait, tant que j'étais rentable chaque semaine, je continuais à le faire. Et ok, puis et la à dernière partir du semaine moment où, où tu où l'as j'étais pu plus été, c'est rentable, j'ai sorti. arrêté. Ok, J'ai vendu, ouais. Donc, ouais, j'aurais pu optimiser mes gains, mais disons que j'aurais pu en perdre beaucoup plus. Parce que c'est quand même, je me rappelle que même en sortant à la fin, je sais pas, quand j'ai tout vendu, je me suis retrouvé avec peut-être plus, ma ferme me valait peut-être 50 à 60 000 balles, quoi. Donc, ok. c'était un bon bague. Et tu penses que les petites erreurs que tu as évoquées en début de présentation t'ont servi à sortir au bon moment sur ce projet ou si ça avait été le premier projet, tu serais resté plus longtemps et tu aurais peut-être tout perdu? Ouais, je pense que les heures que j'ai fait avant, elles m'ont servi. Maintenant, c'est des heures que j'ai beaucoup répétées aussi, même après Axie, certaines heures que j'ai répétées. Mais oui, forcément, faut toujours apprendre un peu des erreurs qu'on fait. Mais c'est dur quand il y a beaucoup d'euphorie sur le marché, quand ça fait... si on recontextualise la chose, j'ai passé 1 an à ce moment-là, quand j'ai vendu Axie, full crypto, avoir des montagnes russes, de l'euphorie, de la déception, de la peur. Et du coup, j'ai l'impression que tes sentiments, sont un peu biaisés à ce moment-là. Donc, si t'as pas les épaules pour tenir ça, tu te retrouves à te faire rect. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. Ouais, ouais, puis c'est vrai que l'écosystème fait aussi, bah, notamment, ça peut être un des inconvénients des réseaux sociaux, mais c'est vrai que ce qui est beaucoup utilisé dans la crypto, les NFT, c'est le Twitter et notamment Discord. Ouais, Et c'est vrai que moi, par exemple, Discord, j'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, mais je suis pas trop fan parce que c'est vite même si c'est indispensable, c'est vite beaucoup de monde dans certains projets. Et j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien. C'est soit c'est du FOMO à fond, donc fear of missing out et tout le monde veut rentrer sur un projet, ou soit c'est du FUD à l'inverse, mais que ce soit légitime ou pas du tout d'ailleurs dans les deux sens. non, c'est clair. Et l'effet de Et, groupe fait que bah, tu te mets à douter, même si tu es convaincu, parce que tu as l'effet de groupe, et si tu es tout seul contre 50 avis, bah, forcément, c'est plus difficile de puis c'est garder ses amplifié convictions. forcément. Mm. C'est complètement amplifié. Puis, faut pas oublier qu'on est dans notre petite bulle aussi, hein. Quand tu vas dans la vie réelle, très peu de gens parlent d'NFT encore pour l'instant, en tout cas. Très peu de gens Exactement, parlent de ouais. crypto. Et ce que tu vis à l'instant T, en fait, il y a très peu de gens, de personnes que tu connais qui le vivent. À part si tu es partie de groupes. C'était un peu ce qui a été intéressant avec les projets NFT, c'est que ça a créé des communautés. Mm. Ça a permis de retrouver des gens qui étaient un peu dans les mêmes domaines, NFT, crypto, etc. Donc ça, c'est bénéfique. D'ailleurs, quand je te parlais de hier tout à l'heure, un des petits regrets, entre guillemets, parce que bon, après, pas grave, hein, il y en aura d'autres, c'est que pendant toute cette période d'Axie, en fait, je me suis rendu compte que j'aurais pu acheter un board ape toutes les semaines. Ouais. Mais que, vu que Aïe, j'avais des œillères, j'ai rien fait. Ça, donc ça, c'est un petit truc que j'ai un peu, bon, en travers, ouais. faut accepter parce que c'est comme ça. Et puis, en vrai, l'avantage de la crypto, des NFT et tout, c'est que il y aura toujours une autre opportunité qui permettra de faire pas mal d'argent. En tout cas, si on est préparé à ça. Je Mm. pense que c'est toujours de la préparation. Mais l'apprentissage, surtout, c'est de ne pas avoir des œillères, vraiment, et d'essayer de voir un petit peu tout, ce qui est très compliqué. Ok, donc ça, c'est la leçon que tu retiendrais de ces dernières années dans la crypto, ou il y en a une qui t'a marqué ou que tu conseillerais à ceux qui nous écouteraient? Bah, surtout regarder la macro aussi, la macroéconomie. Ok. C'est ce qui m'a un peu rect quand même à la fin du bull run, où, Donc en euh, où direct, c'est perdre de l'argent.
Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est les fluctuations surtout, c'est la volatilité. Hmm. Mais en fait, ce qui est intéressant, enfin, moi, ce que je trouve avec l'investissement en crypto en général, c'est que tu dois forcément t'intéresser à beaucoup trop de sujets. La macroéconomie, la géopolitique. Ben, si tu veux t'intéresser à la crypto, tu vas avoir la DeFi, tu vas avoir les NFT, tu vas avoir comprendre les stablecoins, comprendre comment tout cet écosystème il fonctionne, les layer 1, les layer 2, bientôt on parlera de layer 3 aussi, j'imagine. Hmm. Et ça, s'il y a une personne sur Terre qui arrive à tout comprendre, franchement, c'est un monstre. Et puis, c'est vite pas simple, même moi, pour avoir un pied dedans, n'ayant pas un profil tech et ça m'intéresse pas plus que ça, c'est vrai qu'on est vite un peu perdu avec tout ce qui Ouais, est. mais je te parle même pas de tech du coup, parce que Ouais, c'est moi, encore ça pire. m'intéresse, moi, ça m'intéresse pas forcément la tech parce que j'ai pas d'affinité, je comprends pas trop en vrai. Enfin, quand je m'intéresse, j'arrive un peu à comprendre, mais genre de comprendre comment les layers 2 ils fonctionnent, comment les blockchains, etc. fonctionnent. Je comprends la base, mais c'est trop complexe. Je laisse ça à ceux qui sont compétents. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, t'es sorti de Axie fin 2021, donc ça va quasiment faire 2 ans finalement. On est Ouais, déjà quasiment déjà. en août, ou même on sera peut-être en septembre quand l'épisode sortira. Ouais. 2023 aujourd'hui. Tu t'es plutôt du coup orienté sur les cryptos, c'est ça? Ou t'es encore toujours un peu sur un pied sur les NFT? Bah, comme je te disais un peu tout à l'heure en off, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même garder une vision assez globale de l'écosystème. Ouais, Donc, je surveille pas mal de projets crypto qui m'intéressent, qui ont une fondamentale qui est sympa. Je regarde aussi quelques projets NFT. Il y a eu une petite période où j'étais vachement focus NFT, là ok. un peu moins. Mais j'essaie quand même de garder une vision d'ensemble. Là, je sais qu'il faut que je me penche un peu plus sur tout ce qui est DeFi parce que j'ai un peu laissé de côté, que c'est quand même super important pour la suite aussi. Et ouais, après, vraiment garder cette vue d'ensemble. Souvent, on va dire qu'il faut absolument se spécialiser. Euh, je suis d'accord avec que spécialiser dans un domaine, ça va rendre l'expertise meilleure. Moi, je suis plus du genre de personne qui préfère avoir une vision d'ensemble. Je m'intéresse beaucoup à la macroéconomie aussi pour comprendre comment les marchés dans la globalité ils fonctionnent. Ouais, ok. Et je pense qu'avec cette vision d'ensemble, c'est peut-être, alors, plus simple, non, peut-être pas, mais disons que tu as plus de chances, on va dire, de réussir à un peu mieux timer le marché, de voir un peu comment ça peut évoluer, même si, bon, le marché, c'est lui qui a toujours raison, et que en soi, on peut pas le prédire, en vrai. C'est très dur, je pense. Ouais, c'est difficile, même s'il peut y avoir des fois des signes ou des cycles un peu répétitifs Ouais, qui mais peuvent ouais, donner on le des voit. tendances, même si rien n'est jamais sûr. Ouais. On le voit que les cycles sont vachement répétitifs. Mm. Mais après, c'est ça aussi. Est-ce que le marché veut nous faire croire que le cycle est répétitif pour justement après une nouvelle derrière? Il y a beaucoup de questions C'est ça, qui c'est sont sans ça. réponse, d'où le fait d'avoir un bon money management. Je pense que c'est assez important. En tout Et cas, du c'est coup, ce que j'ai compris au fur et à mesure de mon expérience en crypto, à force de justement pas très bien gérer ce money management. Je me rends compte que c'est quand même très très important. tout à fait, ouais. Et après, avant de parler de défis que tu as évoqué à deux, trois reprises, donc la finance décentralisée dans l'épisode, aujourd'hui, tu holds des NFT ou, bon, mis à part ceux que tu as gardés d'il y a quelques années, mais sur des collections peut-être plus récentes ou pas du tout? Alors attends, je réfléchis. Je crois pas holder de NFT blue chip, mais je sais que de temps en temps, je vais récupérer des NFT à droite à gauche, des petits événements. J'aime bien collecter aussi des articles de blog sur Mirror. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non, du tout. Qu'est-ce que c'est? Mirror.xyz. Tu vois ce que c'est Substack pour écrire des articles de blog. C'est Ouais. pareil, sauf Ou des qu'en newsletters gros, aussi, chaque non? Je crois article que de, ils font des newsletters peut-être ouais, aussi. ouais, ils font des newsletters aussi. Ouais. Ouais. En gros, chaque article de blog, il peut être minté sur la blockchain. Là, je sais qu'ils sont sur Ethereum, Optimism, je sais plus comment dire. Et D'accord. donc, du coup, tu peux publier ces NFT et les gens qui le lisent peuvent les collecter. Ça peut être gratuit, ça peut être un peu payant. Et au bon Ok. vouloir de chacun.
Et, Et du coup, tu mintes, toi, des articles de blog au hasard ou ceux qui t'intéressent? ceux qui m'intéressent, ceux qui sont de protocoles assez connus ou qui sont déjà bien implantés. Ok. Euh, Après, il m'arrive aussi de récolter des musiques aussi sur sound.xyz. Ça reste des NFT en soi. C'est Ça reste carrément des NFT. song.xyz, c'est ça? Sound, ouais. SOUND. Ah, sound. Ok. Désolé pour l'accent. Ouais, non, c'est le côté accent du sud. Ok. L'accent Ouais, français moi, en anglais. je collecte sur drip.os, Haus. C'est sur la blockchain Solana, ils envoient des NFT toutes Ok, les semaines aussi d'artistes. ok. Je connaissais. J'avais déjà entendu, je crois, de nom, mais je m'étais jamais. Je t'avoue que Ouais, ça Solana, commence. Ouais, après, c'est sur la je regarde blockchain pas trop. Solana, donc je crois que t'es pas dessus, hein, je crois qu'on avait déjà discuté, mais ça commence Non, à être pas assez trop. connu, en tout cas sur Solana. Bon, bah, si vous Ok, voulez aller ça va. regarder, Je du coup, on a regarderai. évoqué mirror.xyz, sound.xyz, et il y a drip.os, Haus, si ça vous intéresse d'aller voir. Euh, et t'évoquais du coup, la DeFi, la finance décentralisée, qui Ouais, rejoint du coup ce que tu nous disais en introduction, que tu voulais un petit peu t'extirper aussi des banques avec la technologie de la blockchain. Euh, tout à fait. Ouais. est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, enfin même rapidement dans les grandes lignes, ce que c'est la DeFi pour ceux qui ne connaîtraient pas? Dans les grandes lignes, je dirais que la DeFi, ça va être un peu tous les outils d'investissement des banques, etc., qui sont vraiment fermés aujourd'hui au commun des mortels, on va dire, qui sont accessibles un peu à tout le monde grâce à la blockchain. Et admettons, tu vas pouvoir faire des prêts, tu vas pouvoir faire donc tu vas pouvoir emprunter de l'argent, tu vas pouvoir prêter de l'argent à des gens, chose que prêter de l'argent, ensemble, on peut pas le faire à la banque. Enfin, on passe notre argent à la banque, mais c'est eux qui prêtent notre argent sans, sans notre accord en soi et sans nous donner d'intérêt surtout. Donc moi, grosso modo, Euh, aujourd'hui, je sais pas, j'ai un peu de liquidité, je veux gagner un peu d'intérêt. Par exemple, je mets, allez, on va dire un Ethereum sur un site ouais, ou un outil de défi. sur Toi, Aave, par exemple, ok. Et toi, par exemple, bah, tu as besoin d'un Ethereum, donc tu viens me l'emprunter. c'est ça. C'est quoi? C'est contre des intérêts? Tu mets un collatéral? Ça va dépendre peut-être Donc, des ça va dépendre programmes. des protocoles, j'imagine. Hmm. Ça, je t'avoue, je suis vraiment pas expert en DeFi. Et ce que j'en comprends, c'est que bon, tu as déposé du coup ton collatéral qui va te permettre de pouvoir emprunter ton Ethereum. Bon, souvent, c'est du 110 à 150%, j'imagine, en collatéral. Donc, tu as posé Oui, un plus Ethereum que. 5 pour emprunter un Ethereum, voilà. Ouais. Euh, donc, du coup, après, tu vas pouvoir récupérer cet Ethereum et faire ce que tu veux avec. Sauf que tu devras le rembourser à un moment donné, bien entendu, hein. Oui, on se met Donc, d'accord en avance sur les conditions, je crois, sur la période, le montant, les intérêts. je crois qu'il n'y a pas forcément de période précise. Ça va D'accord. dépendre un petit peu. Mais surtout, en fait, si t'as pas envie de vendre ton Ethereum pour acheter, je sais pas, un shitcoin à droite à gauche, tu peux très bien aller sur un protocole, poser ton Ethereum, emprunter la moitié et acheter avec la moitié cette crypto qui va faire un multiple ou pas ou faire autre chose. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire avec la DeFi. Euh, J'avoue que je suis sur un terrain où je connais pas à 100%, donc il y a Ouais, des gens ok. qui seront bien plus compétents. Ouais, bon, de toute façon, l'idée, c'était de donner les grandes lignes pour ceux que ça peut intéresser. Et on évoque le collatéral, donc c'est le fait de mettre quelque chose en face en garantie. Et c'est vrai, pour refaire le pont avec les NFT, c'est quelque chose qui se développe ces dernières semaines ou mois pas mal. Donc, c'est par exemple de mettre à disposition un NFT euh, Ouais, contre une certaine somme. Bon, généralement, la valeur du NFT va être. Je vais peut-être pas dire de bêtises, ça va dépendre des protocoles. Enfin bref, mais en gros, si on rembourse pas l'argent emprunté, bah, le prêteur garde le NFT, par exemple, si c'est le NFT qu'on a mis en collatéral. c'est complètement des systèmes de DeFi en fait qui sont remis au NFT. Et en soi, la Hmm. DeFi, c'est pas une grosse innovation, c'est surtout l'accessibilité de la finance traditionnelle à monsieur tout le Décent- monde. Ouais, c'est décentralisé surtout. Ouais.
décentralisé, ouais, bien sûr. Et Et donc, après, tu vas pouvoir aussi mettre en liquidité de l'argent sur des pools de liquidité sur des exchanges. Par exemple, tu as de l'Ethereum et une autre crypto-monnaie, tu peux très bien les poser sur une pool de liquidité et donner accès à cette liquidité aux gens qui vont vouloir en acheter et recevoir les frais de transaction par rapport à ça. donc C'est là, ça, c'est ce qu'on pas de pourrait appeler manière. du stacking ou pas vraiment? Non, ça, c'est du liquidity providing. D'accord. Stacking, ça va être encore autre chose. Et Sur sur, quand- ouais, tu peux peut-être nous expliquer la nuance? C'est pareil si c'est simple à expliquer pour toi. Le staking, ça va être plus tu as bloqué en fait des jetons, par exemple, en Ethereum. Ethereum sont passés un proof of stake en septembre dernier, avec le merge, ça fait un grand bruit. Et donc, du coup, tu vas devoir bloquer 32 Ethereum, euh, techniquement, je ne pourrais pas expliquer, mais c'est sur un nœud. C'est un truc Mhm. de dev, je ne pourrais pas expliquer plus. Et donc, ces 32 Ethereum, ils vont permettre de sécuriser les transactions qu'il y aura sur la blockchain Ethereum. Ouais. Et grâce à ça, tu vas recevoir des récompenses. Donc, du coup, tu vas faire l'action de stake tes Ethereum pour recevoir une contrepartie en Ethereum et ça va permettre de sécuriser la blockchain. Ça va permettre de valider les transactions et de faire croître le réseau au fur et à mesure du temps. Je crois qu'on est à plus de 20% d'Ethereum qui sont stake sur, donc c'est pas dégueu. Ouais, et puis on peut le faire avec des Ethereum, on peut le faire avec toute une majorité, enfin une grande partie, un grand nombre, pardon, de crypto-monnaies. Ouais. En général, ça va être les layer 1. Ça va permettre, en fait, les layer 1, c'est les premières couches, ça va être Bitcoin. Bon, Bitcoin ne peut pas faire de proof of stake, bien sûr. Ethereum, Avalanche, Solana, Atom, par exemple. C'est ces blockchains-là où quand tu vas stake, tu vas permettre de valider le réseau, valider les transactions, sécuriser le réseau, etc. Et après, tu vas avoir d'autres projets à côté qui vont proposer du staking, mais ça va pas être la même chose. Tu vas pas valider des transactions quand tu stakes du Aave, par exemple. Ils vont, par exemple, te reverser une partie des revenus qu'ils vont gagner avec leur protocole, leur service, etc. Ouais, comme le ApeCoin aussi, j'imagine. Comme le C'est un peu Apecoin. pareil. Là, ça va être plus peut-être, j'ai pas vraiment vu la tokenomics, mais ça va plus être de l'émission de jetons, donc de l'inflation Ouais, directement. ouais. Ils vont avoir dans leur répartition du nombre de jetons qu'ils vont avoir, il va par exemple y avoir 2% pour la team, peut-être 50% qui a été airdrop aux détenteurs de Bored Ape, etc. Et donc du coup les 30% derniers restants qui vont être pour la communauté et qui vont être redistribués avec tous les événements qu'ils mettent en place, le staking, etc. Ouais, d'où Et l'importance j'im- d'étudier la tokenomics, comme tu l'évoquais, parce que si on est sur parce que généralement, bon, pareil, je maîtrise pas à 100%, mais souvent le nombre de tokens prévus, mais souvent tout est écrit dans le white paper, ouais, ils sont mis en disponibilité, on va dire, sous différentes phases. c'est ça. Et du Il coup, peut y bah, avoir comme on va pas mal injecter de de phases. plus en plus de tokens, bah, s'il n'y a pas de pression acheteuse, en fait, bah, la valeur du token risque de baisser Complet, ouais. au fur et à Ouais, mesure. tout à Ouais. fait. Donc, il faut faire attention à ça. Et inversement, si il y a plus de tokens qui sont burn que créés, je crois que c'est le cas de BNB, si je dis pas de bêtises, Ouais. ou alors du moins qu'il y ait un Ah, burn régulier, bah, la ouais, valeur du token aura tendance à BNB, c'est ça, c'est, je crois que tous les, je vais pas dire une connerie, mais tous les trimestres, ils vont brûler des BNB. et du coup, Et à donc, du l'inverse, coup, bah, la valeur du token aura peut-être tendance à monter plutôt que de baisser, ouais. Ou se stabiliser, du moins. ouais, du moins, la quantité de jetons va se réduire et donc, forcément, s'il y a un effet de hype sur le projet, ça a tendance à monter plus facilement. Mm. D'ailleurs, Ethereum est devenu déflationniste depuis le merge, car ils ont coupé les récompenses des mineurs, qui étaient en proof of work, du coup, donc ils faisaient fonctionner des cartes graphiques pour sécuriser les réseaux et valider les transactions. Donc, eux, ils ont tout perdu dans l'histoire. Ils vont éliminer autre chose. Et en plus de ça, ils ont rajouté une EIP, je crois que c'est la 1559. Donc, une EIP, c'est une proposition d'update, en gros.
Et ils ont rajouté que à chaque fois que tu fais une transaction sur Ethereum, tu brûles une partie des frais de transaction. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas sur le site Ultrasound Money, ultrasound.money, je crois. Je fais en même temps. C'est ça. Ultrasound.money. Et tu te retrouves à voir que la supply d'Ethereum a tendance à baisser au fur et à mesure du temps. Donc, par exemple, quand il y a eu la grosse hype avec PP, on s'est Hmm. retrouvé avec une semaine, je crois, où il y a eu plus de 57 000 Ethereum qui ont été détruits. Donc, la supply, elle avait perdu 50 000 Ethereum sur la semaine. Donc, plus il va y Grâce avoir à toutes les d'utilisation, transactions et tous les c'est frais ça, générés. c'est ça. Donc, plus il va y avoir de transactions et d'activités sur le réseau, et plus il semblerait qu'il y aurait une tendance à ce qu'Ethereum détruise son supply. Donc, Ethereum deviendrait déflationniste. Ok. Et Et du coup, ça, le merge, il a ça va. permis de passer de proof of work avec les mineurs à proof of stake avec ceux qui bloquent ceux qui créent les nœuds, du coup. C'est ça, ouais. C'est juste un système de sécurisation et de validation sécurisation de la blockchain et de validation des transactions qui a changé. Ok. Enfin, Ok, c'est ils sont cool. passés comme Bitcoin où c'est des cartes graphiques qui sécurisent, avant Ethereum, c'est pareil. Hmm. Ils ont arrêté Ok. ça et ils sont passés sur, comme fait Solana. Solana, je crois que c'est du proof of stake. Non, c'est pas, en fait. Je crois que je dis, je sais plus. Ouais, je Comme pourrais Atom. pas, sur l'aspect technique, je pourrais pas t'aider. Bon, C'est vrai. super, bon, c'est intéressant de voir un peu les évolutions, puis de voir que tu as touché quand même à pas mal de choses sur ces dernières années, crypto-monnaie, Ouais. NFT notamment, et même Play to Earn avec Axie. Et Ouais. aujourd'hui, pour attaquer un peu la dernière partie du podcast, comment tu te prépares au prochain bull run? Euh, ouais, tout simplement. Est-ce que tu stacks? Est-ce que tu t'accumules? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu renforces ton DCA quand tu es sur une période plutôt de bear market? Euh, ben, complètement, je pense que le bear market, c'est une période d'accumulation. Donc, l'objectif, c'est d'accumuler le plus possible. Moi, ça va être plus Bitcoin, Ethereum et Atom. J'aime beaucoup Atom. Même si attention, faut pas se tâcher à ces bagues. Je sais qu'il y aura un moment où il faudra que je me débarrasse d'Atom. Après, si fondamentalement il reste bien, peut-être que j'en garderai un peu, mais ça, faut voir sur le moment. Mais sinon, ouais, ça va être de l'accumulation et surtout, moi, de toute façon, j'ai des projets de côté, donc avancer sur ces projets-là, c'est aussi le moment de se reposer, de prendre le temps parce que quand le marché aussi va revenir, et il reviendra, eh ben, ça va être la folie. Et c'est possible que ce soit encore plus la folie que ce qu'on a connu en 2020, 2021. Donc, ouais, faut être prêt, hein. Faut être prêt. Après, en ce moment, je décide pas trop. J'attends un peu, et je sais que je vais me faire un second portefeuille où dessus je pourrais être plus agressif, où je pourrais prendre plus de risques, faire un peu plus le Ouais, dégénérer. ouais, plus agressif, ça va peut-être être moins de Bitcoin, moins d'Ethereum et plus d'altcoin ou de projets un peu comme PP peut-être que tu as évoqué tout à l'heure. Peut-être pas des PEP, peut-être surfer les vagues de temps en temps, quand tu les vois apparaître. Mais c'est clair qu'il y aura pas de Bitcoin dans ce portefeuille. Et Hmm. je pense qu'il y aura pas d'Ethereum aussi. Je pense qu'il y aura très peu d'Ethereum. Peut-être les Ethereum, ce sera la prise de profit de temps en temps, mais ce sera pas mal de projets sous-évalués ou de projets méconnus. Aller chercher un peu dans tout ce qui est méconnu, quoi. Même côté NFT aussi. Pourquoi pas. À Ouais, voir. ok. Ok. Ça, c'est un portefeuille que je pense que je mettrai en place plus tôt quand on commencera le bull run. Parce que pour l'instant, ça n'a pas de sens. Et sachant que ce C'est un qui peu, pourrait aussi, ce que je vois là, un peu pulluler à droite à gauche, c'est les projets aussi crypto sur l'intelligence artificielle ouais, ouais. qui, Ça, je t'avoue qui que, peuvent être une narrative du prochain bull. Bon, à voir, hein. Faut que je me renseigne davantage pour creuser, mais quand on a vu pas le boom que perso, ça a eu ces derniers mois. ouais, c'est vrai que ça a beaucoup parlé, surtout grâce à ChatGPT. Ouais, exactement. Après, moi, je suis souvent tendance à fuir, les choses qui sont trop évoquées. En tout cas, maintenant, c'est l'habitude que j'ai pris. Donc, je t'avoue que tout ce autour de l'IA, je ne me suis vraiment pas intéressé. Ok. Mais vraiment pas du tout. Je pense que
pense que c'est un peu surcoté pour l'instant. Il faut peut-être attendre que ça se fasse un peu oublier et après peut-être chercher s'il y a des bons projets qui sont à la fois dans la blockchain et à la fois dans l'IA. Pourquoi pas? Je pense qu'il y en a. Je sais qu'il y en avait un, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois Ocean Protocol. Ouais. Il me semble que lui, il est dans l'IA, mais je pourrais pas en dire plus. Ouais, bah, de toute Ceux qui façon, veulent chercher, j'invite tous les autres éditeurs, de toute façon, à faire son Dior, comme disent les Anglais, hein, do your own research, comme je dis aussi en introduction. Ouais, c'est pas ouais, rien de tout ça d'un conseil d'investissement. Je peux avoir tort, Kaneki peut avoir tort et tu peux avoir raison. L'important, voilà, c'est de faire ses recherches et de prendre des infos à droite à gauche pour faire son analyse, comme tu l'évoquais tout à l'heure. c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le podcast qu'on n'aurait pas évoqué, qui te semble important, une leçon que tu as apprise, quelque chose que tu veux partager? Là, actuellement, j'en vois pas trop. Éviter le all-in. C'est C'est bien. peut-être, c'est ce que je dirais. Même si au final, avec ce que j'ai raconté sur Axie Infinity, c'était presque du all-in. Ça contredit un petit peu ce que je dis, mais c'est quand même important de savoir, ouais, de savoir ce qu'on fait. Ah bah c'est comme Ouais, ceux qui se droguent et c'est qui se disent ne vous droguez jamais, hein, c'est un peu pareil. ouais, c'est pareil pour ceux qui fument, ouais, c'est C'est vrai. peut-être des fois parce qu'on l'a fait qu'il faut justement rappeler que c'est important de pas le faire, hein. Disons que ça peut bien se passer, ça peut très bien se passer, mais comme ça peut aussi très mal se passer, on peut se tout faire. En vrai, si je pourrais donner un mini conseil, mais toujours garder en tête que c'est pas non plus un conseil d'investissement, c'est que si les gens ne savent pas quoi faire, restez sur BTC et Ethereum. Ça suffit largement. Comme on disait, plus on disait dans le podcast ou un peu avant, que souvent, juste hold Ethereum, tu fais une meilleure performance que 90% du marché. Et ça, c'est véridique. Parce que ça m'est arrivé sur un portefeuille que j'avais où j'ai que de l'Ethereum, que j'ai rien touché. Et la performance était souvent bien meilleure que beaucoup de personnes. Ouais, bah il faut éviter ouais, de. Bah moi je suis aussi de partisan de ça, de pas trop se diversifier dans 50, enfin dans des dizaines ou des dizaines de projets. Qui plus est, ça va aussi dépendre de votre portefeuille, mais bon, selon les blockchains, faut ouvrir plusieurs wallets. Il y a aussi certaines blockchains qui génèrent plus de frais que d'autres. Donc si on a aussi un petit ou moyen capital, bon ça c'est par rapport à chacun. Bah, le fait d'être sur d'autres projets, c'est peut-être pas non plus très pertinent d'avoir 5 euros à droite à gauche ou 10 Ouais. euros à droite à gauche, peut-être se focaliser sur ce qui est un peu plus sûr et être un peu plus tranquille. Et comprendre les premières choses, les bases, en fait, hein, comprendre ce que c'est que Bitcoin, comprendre ce que c'est Mm. qu'Ethereum. Et, à, à mon sens, c'est les bases à comprendre. À partir de là, une fois que tu comprends Ethereum, une fois que tu comprends Bitcoin, ben, c'est là où déjà tu vas avoir une meilleure conscience de l'écosystème et tu vas pouvoir te dire, OK, je vais aller creuser à droite à gauche. Et s'il faut, et il y en a qui resteront des bitcoins maximalistes. Tout le reste, ça sera de la merde. Seulement le bitcoin a de la valeur. Et ça se comprend. Oh, il y a Et ça après, aussi avec certaines surtout, autres blockchains. ouais, ouais, bah, il y a ça avec tout. Il y a la XRP Army, alors que XRP, bon, on va éviter d'en parler. Il y a ça avec tout. C'est l'effet de groupe. Il y a des fans, il y a toujours des fans comme ceux qui sont hyper fans d'influenceurs. C'est ça. Donc Ouais, renseignez-vous bien et puis faites votre propre recherche pour justement avoir votre propre avis et pas placer de l'argent qui a été difficilement n'importe où. gagné juste pour faire comme tout le monde ou espérer faire fois 10 000, Et surtout, ce qui n'arrivera formez-vous, surtout. probablement pas. Surtout, il faut se former aussi. Mm. Apprendre de ceux qui ont déjà de l'expérience, qui ont vécu un, deux, trois, même. Ok, quatre cycles. Donc, Donc, c'est de là que toute la connaissance va permettre justement de faire le moins d'erreurs possible. exactement. C'est un peu le but aussi derrière la création de ce podcast, c'est de s'enrichir de l'expérience de chacun parce que bah, vu tout ce qui existe sur la blockchain en termes de projets crypto, de projets NFT, bah, chaque expérience est quasiment unique. Donc, on peut apprendre de chacun. Et, euh, et pour conclure ce podcast, j'aime bien demander aux invités s'ils aimeraient voir quelqu'un en particulier, bah, justement, venir aussi partager son expérience sur le Clonecast. Est-ce que tu penses à quelqu'un?
Sachant que la question, elle n'est pas préparée, Euh, donc t'as peut-être personne qui viendra en tête, mais... je réfléchis, mais du coup, dans l'univers NFT et dans les Français, il y a une communauté que j'aime beaucoup, c'est Proof of French. Ouais, Et du coup, il y a Frenchy, l'un des fondateurs, ou Peak, ou Eve. Après, ça fait longtemps que je pas discuté avec eux, mais eux sont assez pertinents sur les NFT. Et franchement, c'est l'occasion de les inviter. Ou même si tu veux que peut-être je peux te rajouter sur un groupe Twitter, à moins que tu sois déjà sur un groupe avec eux. ouais, bah, je les suis Ça peut se depuis faire. pas mal de temps maintenant. Je crois qu'avant Proof of French, c'était autre chose, mais je les Ouais, ai découverts quand ils ont renommé le média. Euh, et ouais, j'écoute régulièrement du coup, ils font des spaces tous les jours à 6h30 c'est vrai, ouais, c'est vrai. sur l'actualité NFT majoritairement. Et ils sont enregistrés, donc Ouais, pour ceux qui peuvent pas écouter, on peut écrire en décalé. On peut écouter en décalé. Mais ouais, très bonne ouais, recommandation. Je l'avais en tête, mais je me l'étais pas noté. Donc merci pour ce ouais, partage. Et avec plaisir. puis, je vais te remercier encore une fois d'avoir accepté l'invitation, d'avoir aussi partagé ton expérience en étant assez transparent aussi avec les chiffres. C'est toujours plus parlant, même si c'est Ouais, toujours un petit peu tabou, notamment en France. Mais au moins, ça permet aux gens de ouais. s'en rendre compte. Peut-être en parlant que ça devient moins tabou aussi. Mais en Exactement, tout ouais. cas, ouais. Je Merci je à suis toi assez surtout d'accord. pour l'invitation. Ouais, puis à l'occasion, on fera peut-être le match retour quand le marché aura un peu plus bougé. Complètement, ouais. Pourquoi pas un match retour dans un an, voir un peu l'évolution, ce qui a avancé, ce qui a pas avancé, etc. C'est ça. Ça va Bon, bah, plaisir. merci à toi. Je vais te souhaiter une bonne journée, puis merci à tous les auditeurs qui auront écouté cet épisode. Merci à toi. Bonne journée à À tout le monde. bientôt, salut.